Bonjour à tous. Je vais donc continuer sur la lancée en me concentrant sur quelques aspects particuliers parmi tous les sujets que Françoise Combe a balayés et en me concentrant principalement sur effectivement les simulations numériques de l'époque de la rayonisation et avec une idée, une attention particulière à la prédiction justement de ce signal 21 cm qu'elle a déjà décrit dans la fin de sa leçon. Donc, je vais, dans la première partie, reprendre les éléments qui déterminent les propriétés de ce signal. Vous avez déjà vu une version de ce transparent. Je vais du coup aller assez vite dessus, hein, mais juste pour le répéter, c'est une échelle temporelle avec à 300-400 000 ans après le Big Bang l'émission du fond diffus cosmologique et puis qui s'ensuit une période de peut-être à peu près 100 millions d'années pendant laquelle il y a très peu d'interaction entre les photons et les baryons parce que ceux-ci sont neutres et que particule neutre interagit pas très facilement avec la matière, en tout cas beaucoup moins facilement qu'une particule chargée, et quelque chose donc comme à peu près 100 millions d'années après le Big Bang, avec la croissance des fluctuations du champ de densité qui se concentrent autour de ces pics, on a la formation des premières galaxies qui démarre ce qu'on appelle l'aube cosmique, suivi de l'époque de la rayonisation. Alors je dirais un mot de comment on est venu à séparer ces deux époques. Françoise l'a décrit, on pense qu'il y a deux sources principales de la rayonisation. La première source possible du rayonnement ionisant qui crée toutes ces petites bulles ionisées, ce sont les premières étoiles, qui sont des étoiles massives. Si elles sont massives, elles ont la propriété particulière d'avoir un spectre particulièrement puissant aux hautes énergies, donc au-dessus du seuil d'ionisation de l'hydrogène. Mais elles émettent aussi des rayons X, et j'en dirai un mot plus tard. Les rayons X sont très importants pour déterminer l'évolution de l'intensité du signal à 21 cm. Et il y a bien sûr aussi les quasars qui eux-mêmes émettent à la fois des rayons X et des rayons ionisants. La contribution relative de ces deux types de sources, on ne le sait pas encore réellement. Les quasars sont a priori beaucoup plus rares mais très lumineux. Les étoiles et donc les galaxies pleines d'étoiles peuvent être beaucoup plus nombreuses mais beaucoup moins puissantes. Donc au bilan, on ne sait pas forcément lequel est le facteur déterminant, même si la plupart des gens actuellement pensent que ce sont les étoiles. Et donc pendant toute cette période, et je ne vais pas en dire plus maintenant puisque ça va être le sujet de l'ensemble de ma présentation, on a l'hydrogène neutre ici entre les bulles, hein, c'est ça qu'on va observer, ce qui se trouve entre les bulles, qui émet du signal à 21 cm, dont on espère pouvoir à terme dresser une carte tridimensionnelle. Alors, je reviens sur ce point-là parce que c'est finalement le plus important. Et ici, vous avez un film d'une simulation numérique où vous voyez comment ces bulles d'ionisation grossissent progressivement autour de sources qui sont des galaxies primordiales, en fait. Et à la fin de la simulation, on est à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang. Et ce qui est à l'intérieur des zones rouges, c'est le gaz qui est encore neutre, auquel on s'intéressera particulièrement puisqu'il émet le signal à 21 cm. Mais la question, c'est pourquoi des bulles ? Françoise nous a expliqué qu'on avait des fronts d'ionisation et elle a déjà montré que le libre parcours moyen des photons dans le gaz était très court. Et elle s'est concentrée en partie sur ce qui se passe dans les galaxies. Moi, je veux reprendre juste les valeurs en me basant sur des conditions typiques du milieu intergalactique pendant cette époque. Et si on rentre les chiffres dans la formule qui lie simplement le libre parcours moyen à la densité locale d'absorbants et à la section efficace, on se retrouve pour une énergie égale juste au seuil d'ionisation de l'hydrogène, on se met juste à ce seuil-là, on se met à un redshift de l'ordre de 10, de 300 millions d'années après le Big Bang, donc en plein dans l'époque de la rayonisation.
on se retrouve avec un libre parcours moyen de l'ordre de 2 kiloparsecs commobiles. Les distances entre galaxies se mesurant typiquement en plusieurs centaines de kiloparsecs et souvent en mégaparsecs, c'est quelque chose de très faible. Et donc dès qu'un photon rencontre de l'hydrogène neutre, c'est comme un mur. Il va immédiatement être absorbé et ionisé sans aller pénétrer au-delà dans l'hydrogène neutre, loin dans le milieu intergalactique. Si par contre, il est beaucoup plus énergétique, et ça augmente vite, hein, si on prend quelque chose qui est 10, 100 fois plus énergétique que le seuil d'ionisation, cette grandeur augmente très vite. Donc on a les photons juste ionisants qui vont créer des bulles, et on a les rayons X qui, eux, vont être capables de pénétrer loin dans le milieu intergalactique et d'avoir une action dans les zones neutres du milieu intergalactique. Donc là, ce que je mentionne, c'est pour les conditions typiques du milieu intergalactique pendant l'époque de la rayonisation. Et l'autre facteur, également déjà évoqué par Françoise, c'est la capacité au gaz qui a déjà été ionisé de éventuellement se recombiner. Et là encore, ce que j'ai rentré, c'est des valeurs caractéristiques du milieu intergalactique pendant l'époque de la rayonisation. Et on se rend compte que si on se place typiquement à un redshift de l'ordre de 10 et à une densité égale à la densité moyenne de l'univers, je crois qu'il y a un cube qui est en trop là, mais le chiffre important, c'est à la densité moyenne de l'univers, on se retrouve avec 240 millions d'années. Et on est à une époque où l'univers a typiquement 200, 300, 400 millions d'années. Ça veut dire que dans le milieu intergalactique, si un atome d'hydrogène a été ionisé, il va typiquement ne pas vraiment avoir le temps de se recombiner avant la fin de l'époque de la rayonisation, avant que tout le reste ait été ionisé. Ou peut-être il se recombinera une fois, mais l'essentiel de la recombinaison va se faire dans les zones très denses, juste autour des étoiles, mais pas une fois que le rayonnement a réussi à s'échapper vers le milieu intergalactique. Une fois qu'il y est, il peut travailler sans opposition, on va dire, le rayonnement ionisant. Pour le répéter très rapidement, et là c'est vraiment quelque chose de qualitatif qui a pour but de vous aider à comprendre pourquoi ce rayonnement 21 cm est crucial et très différent des autres en astrophysique, c'est qu'un photon 21 cm, c'est 1 million de fois moins énergétique qu'un photon en lumière bleue. Ça veut dire que typiquement, il peut être émis dans des endroits de l'univers très calmes, très froids, où la densité ambiante d'énergie est très très basse. Et c'est typiquement le cas du milieu intergalactique neutre pendant l'époque de la rayonisation, puisque ce gaz dont Françoise vous a expliqué qui se refroidissait plus vite que le fond diffus cosmologique, ce gaz à Z égale 10, 300-400 millions d'années après le Big Bang, il a des températures très basses, de l'ordre de quelque chose comme 20 degrés Kelvin, 10 degrés Kelvin. Donc ça, ce n'est pas des températures où il va facilement émettre de la lumière, sauf si cette lumière, c'est du rayonnement 21 cm, parce qu'avec ce type de rayonnement, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Et donc cela correspond effectivement à un retournement de spin entre le proton et l'électron. Je reprends directement cette formule qui peut paraître un petit peu méchante, mais si on l'analyse, finalement, elle est relativement simple. Qu'est-ce qui décide de l'intensité du signal? Si on regarde en haut, en fait, c'est un facteur de deux choses. Simplement, le nombre d'atomes localement qui sont là pour émettre des photons 21 cm et la probabilité de chaque atome de le faire. Et cette probabilité, je vais rentrer un peu plus dans les détails, elle est liée effectivement à la température de spin, c'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt dans son état hyperfin supérieur ou plutôt dans son état hyperfin inférieur. Et là, on a beaucoup de quantités locales qui vont déterminer l'intensité du signal. Et c'est pour ça que c'est un signal intéressant. Si on peut le mesurer, on espère pouvoir remonter à ces quantités locales, dont certaines sont déterminées par la cosmologie de l'univers, mais dont d'autres sont déterminées par des processus astrophysiques liés à la formation des premières sources, à la physique du milieu intergalactique, etc. Pour revenir sur le sens de cette température de spin, donc simplement, ça quantifie, tout le reste étant des constantes, on l'a ici, ça quantifie
le rapport de population de ces deux niveaux hyper fins. Et le principe, il est tout simple. Si on a beaucoup d'atomes dans le niveau supérieur, ils vont plutôt émettre du 21 cm. Et on se retrouve dans ce cas-là, si n est grand, ça veut dire que Ts est très grand. Ts est très grand, Ts va être plus grand que la température de corps noir du fond diffus cosmologique au même redshift. Dans ce cas-là, on va avoir un signal qu'on va voir en émission. Ça sera plus brillant que à cette longueur d'onde-là, ça sera plus brillant que le fond diffus cosmologique. Si par contre, beaucoup d'atomes, parce que la température de spin est très basse, sont dans leur état inférieur, ils vont plutôt être capables d'absorber les photons 21 cm du fond diffus cosmologique, du CMB, et donc on va avoir plutôt une absorption, et je remonte ces diagrammes que Françoise a déjà montés. On a ici la température de spin qui est d'abord de l'ordre couplée au CMB, puis avec les photons Lyman alpha, on en reparle, qui vient se coupler à la température cinétique du gaz, qui à cette époque-là est plus basse que celle du CMB. Donc on a une absorption, parce que cette température de spin est plus faible que celle du CMB, on a quelque chose ici de négatif. Ensuite, la température du gaz va remonter, et elle va remonter à cause de ces rayons X dont je vous ai parlé. Ces rayons X qui sont capables d'aller au-delà des fronts d'ionisation, d'aller pénétrer dans le milieu neutre. Ils vont faire un petit peu d'ionisation, pas beaucoup, c'est pour ça qu'il reste neutre le milieu, mais par contre, comme ils ont énormément d'énergie, il y a 13 électronvolts, 13,6 électronvolts qui va être pris pour l'ionisation, et peut-être 500 électronvolts qui vont être distribués sous forme d'énergie cinétique ambiante, et donc de température, ils vont chauffer. Donc en fait, cette remontée de la température de spin est liée aux rayons X émis par les premières sources de lumière. Et c'est comme ça qu'on passe de la phase en absorption vers la phase en émission. Alors là, je vous ai dit ce qui se passe en fonction de la valeur de la température de spin. Françoise l'avait déjà évoqué, je le rementionne, la température de spin, sa valeur, elle est le résultat de 3 processus en compétition. Le premier, c'est simplement, il y a des photons 21 cm du fond diffus cosmologique. Ils peuvent être absorbés par le gaz neutre, ils peuvent être réémis. Et ça fait simplement un équilibre thermodynamique entre l'hydrogène neutre et le fond diffus cosmologique. Quand on est à l'équilibre, la température de rayonnement est égale à la température cinétique du gaz, et en fait, on a un couplage, pas la température cinétique, la température de spin du gaz, et en fait, on a un couplage entre la température de spin et la température du fond diffus cosmologique. Ce couplage, il est très rapide. Il se fait, arriver à cet équilibre en l'absence de tout autre événement, ça se fait en 300 000 ans. On est en train de parler de 300 millions d'années de durée de vie de l'univers. Donc, à cette échelle-là, c'est presque instantané. Mais, comme François l'a déjà mentionné, si on n'a que ça, on ne voit rien. Le gaz est en équilibre avec le fond diffus cosmologique, il ne va pas émettre ou absorber, il ne se passe rien. Deuxième effet, s'il y a ce pompage Lyman alpha dont on parle, c'est un photon Lyman alpha, il faut qu'il y en ait. Et un photon Lyman alpha arrive, tape dans un atome d'hydrogène, le met dans son premier état excité. Cet atome peut se désexciter dans l'un ou l'autre des deux états hyperfins fondamentaux. Donc clairement, ça a un effet sur les populations relatives de ces deux états hyperfins. Et cet effet, c'est en fait de coupler la température de spin à la température cinétique du gaz par un mécanisme qui n'est pas très très simple et que je ne vais pas décrire ici. Mais au final, l'intensité de ce couplage est en fait liée au flux local, à la quantité locale de photons Lyman alpha. Et finalement, Françoise l'a déjà mentionné, un couplage encore plus direct avec la température cinétique du gaz se fait par simplement les collisions entre atomes où
dans la collision, on peut changer d'état hyper fin de même manière que pour une collision très violente, on pourrait ioniser un des atomes. Là, la collision n'a pas besoin d'être violente et on peut très facilement échanger à la sortie de la collision l'état hyper fin de chacun des deux atomes qui participent dans la collision. L'effet global, c'est de coupler la température de spin à la température, donc les populations relatives des deux niveaux à la température du gaz, mais ça, c'est efficace uniquement si on est quand même dans un milieu relativement dense. Et en fait, dès qu'on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'époque de la rayonisation, c'est-à-dire en dessous d'un décalage spectral d'un redshift de l'ordre de 20, en dessous de 20, il ne marche plus ce processus-là. Il marche au début, dans ce qu'on appelle l'âge sombre, mais ce qui va vraiment marcher pendant l'époque de la rayonisation, pour rendre le signal visible, c'est ce processus-là. Et donc, au final, cette quantité, cette température de spin, qui est une il y avait la densité, il y avait la vitesse, il y avait la fraction d'ionisation, et celle-là, tout ça, ça intervenait dans l'intensité du signal 21 cm. Mais elle-même, cette température-là, dépend du flux local Lyman alpha, de la température du gaz, de la densité, de la fraction de neutre. C'est une physique relativement compliquée à calculer, et en même temps assez intéressante et assez subtile. Ce qui est un des avantages qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, ce terme-là qui intervenait dans la formule du signal, vous voyez que si Ts est très grand, il s'attend vers 1. Donc en fait, dès que les rayons X ont élevé la température moyenne du gaz assez haut au-dessus de la température du fond diffus cosmologique, qui vaut dans les 20 ou 30 Kelvin, donc si on a du gaz qui a été chauffé par les rayons X à 200 Kelvin, ce terme il tend vers 1, et on pourrait dire que son effet devient quasiment uniforme, on n'a plus besoin de réellement se soucier de cette physique-là et de faire ce calcul. Néanmoins, au début, avant qu'il y ait vraiment beaucoup de rayons X, au moment où la température de spin est du même ordre que la température du CMB, et c'est ce qu'on appelle l'aube cosmique, typiquement, on a besoin de faire ce calcul de manière précise. Et là, je vais juste vous emmener par un petit chemin de traverse sur un point particulièrement délicat et subtil. C'est que, et déjà pour bien cadrer les choses, ce dont je vais vous parler là est pertinent uniquement quand les valeurs de la température de brillance et surtout ces fluctuations dans le ciel et dans l'espace à cette époque-là sont justement déterminées principalement par les fluctuations de la température de spin, et cette époque existe. C'est finalement le tout début de la rayonisation. Et dans ce cas-là, les fluctuations de la température de spin sont principalement déterminées par les fluctuations du flux Lyman alpha local, de la quantité de photons Lyman alpha disponibles. Mais un photon qui est Lyman alpha localement dans le milieu intergalactique, il n'a pas été émis à la longueur d'onde Lyman alpha. Ici, c'est des fréquences, ici, c'est les distances à une source. Si vous êtes à une certaine distance de la source, à cause de l'expansion cosmologique, vous n'avez pas été émis à Lyman alpha, mais à une énergie plus élevée, et le temps que le photon arrive jusqu'ici, il a perdu suffisamment d'énergie, il s'est assez décalé vers le rouge pour devenir un photon Lyman alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, ça marche si l'univers est transparent, s'il ne fait rien avant d'arriver à Lyman alpha. Et en particulier s'il n'a pas rencontré une autre raie de la série Lyman. Parce que s'il a rencontré une autre raie, il aurait interagi avec la matière. Donc ça veut dire qu'il existe finalement un horizon jusqu'auquel une source peut contribuer localement au flux Lyman alpha, qui correspond à un photon qui aurait été mis juste en dessous de Lyman bêta et qui aurait perdu de l'énergie jusqu'à Lyman alpha pour arriver jusqu'à cette distance-là. Et ça marche aussi, les autres raies contribuent aussi, parce que quelque chose qui a été émis ici, entre Lyman gamma et Lyman delta, se décale vers le rouge avec l'expansion de l'univers, et une fois qu'il arrive dans Lyman gamma, en fait, il va cascader dans les niveaux. Donc Lyman gamma, une raie,
l'univers devient opaque tout d'un coup parce qu'il est à une fréquence où l'hydrogène a une grosse section efficace, celle de Lyman gamma. Il interagit avec un atome d'hydrogène, il le met dans son état excité, correspondant au Lyman gamma, et cet atome d'hydrogène va se recombiner en cascadant et a une certaine chance de produire un photon Lyman alpha. Un photon Lyman alpha qui, lui, va aller agir sur les populations du niveau hyperfin en les rééquilibrant, etc. Donc ça peut aussi contribuer à du flux Lyman alpha. Et ça aussi. Et chacune de ces contributions a son propre horizon. Alors, pourquoi je n'ai pas commencé ici? Tout simplement parce qu'un photon excité dans une excitation Lyman bêta, le deuxième niveau excité, ne peut pas, à cause des lois de la mécanique quantique, produire un photon Lyman alpha. Donc ça fait juste un trou, on va dire, dans la raquette. Mais ça veut dire qu'entre ces horizons, ici, vous avez une contribution liée au spectre de la source dans cette zone-là. Ici, vous avez une contribution liée à ça, plus une contribution liée à ça. Ici, vous avez 3 contributions, etc. Et au final, vous vous retrouvez avec des spectres avec des flux locaux qui ne vont pas être en 1 sur R carré autour d'une source unique, comme est le comportement standard d'un flux lumineux, donc un flux proportionnel à l'inverse de la distance au carré, mais avec des décrochements à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on gagne une contribution supplémentaire à chaque fois qu'on se rapproche de la source et qu'on a une contribution d'une de ces sources. Pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant? Potentiellement, je dis bien potentiellement. Déjà parce que ça fait, et c'est quelque chose qu'on a simulé, ça fait une signature tout à fait unique où on peut visualiser, si on a une source suffisamment isolée, ces chutes dans le flux Lyman alpha qui donnent des chutes dans le couplage de la température de spin qui donnent des modifications de l'intensité du 21 cm. Et ça, ces rayons-là correspondent à ces horizons. Et c'est quelque chose, déterminer la physique, c'est un maître étalon. Pour la cosmologie, savoir qu'une échelle dans le ciel angulaire correspond à une certaine échelle physique, c'est une contrainte potentielle forte sur les paramètres de la cosmologie. Donc, d'une part, ça a le potentiel de contraindre la cosmologie, et en plus, si on observe ça un jour, on est sûr qu'on aura détecté le signal Lyman alpha, parce que le signal 21 cm, parce qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait imiter ça. Néanmoins, ça crée des sauts très faibles. La superposition de toutes les sources mélange l'information, donc ça sera quelque chose qui sera très difficile à détecter, même avec SCA. Alors, puisqu'on parle de la difficulté de détecter le signal, je voudrais vous parler un petit peu des observations, et je vais vous rappeler quelque chose. Si l'univers était un univers stationnaire, et qu'on émettait à différents endroits dans l'univers un signal à 21 cm, nous, on recevrait le signal de toutes ces contributions à 21 cm. Mais le problème, c'est que ces 3 images, et ce ne serait pas 3, ça serait une centaine ou 200 images distinctes, elles seraient superposées et très vite, ça serait totalement inexploitable. Donc finalement, on a d'une certaine manière de la chance que l'univers soit en expansion, parce que tout est émis à 21 cm, mais tout, par l'expansion de l'univers, est décalé à des longueurs d'onde différentes. Ce qui a été émis il y a plus longtemps sera plus décalé vers le rouge, en l'occurrence vers les très grandes longueurs d'onde, 2 mètres, 3 mètres de longueur d'onde. Ce qui a été émis plus tard sera moins décalé en longueur d'onde. Donc ce qui est plus proche de nous, moins décalé, ce qui est plus grand, plus décalé. Donc on a un signal qui est multicolore à l'arrivée. Bon, on parle de longueur d'onde radio, et la spectrométrie nous permet bien sûr de séparer les composantes lumineuses et de reconstruire les images. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut faire de la tomographie avec le signal 21 cm. Alors la tomographie, c'est le stade ultime d'observation du signal. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est de moyenner toutes ces images, avoir une valeur moyenne de leur intensité lumineuse et regarder comment ça évolue en fonction de la distance à laquelle on regarde, en fonction du décalage spectral, du redshift.
Et ça, c'est les graphes que vous avez déjà vus, avec ici l'âge sombre très, très proche du Big Bang, ici le couplage par le Lyman alpha en absorption, ici la phase en émission du signal, et ça pour différentes intensités de chauffage par les rayons X. Moins il y en a, et plus on reste longtemps dans la phase en absorption, parce que plus longtemps le gaz reste froid dans le milieu intergalactique. Ça, c'est assez facile parce qu'on regarde tout le ciel comme un seul pixel. Et donc, finalement, au niveau de la sensibilité de l'instrument, on collecte la lumière de tout le ciel, c'est assez facile à mesurer, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. On a un signal à une dimension, et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations, ça le rend difficile à le séparer d'autres composantes. Une autre solution, c'est de regarder les fluctuations angulaires dans le ciel et en redshift, mais pas de faire une cartographie complète, juste de faire des statistiques sur ces fluctuations angulaires sous la forme d'un spectre de puissance qui mesure quelle est l'intensité des fluctuations à différentes échelles angulaires dans le ciel. Et donc ça, c'est quelque chose, pour arriver à le faire, il vous faut déjà un instrument qui est un interféromètre, plus compliqué à mesurer, il vous faut plus de sensibilité, mais plus d'informations. Et enfin, la phase ultime, c'est d'avoir effectivement cette imagerie. À nouveau, là, on a le temps qui s'écoule du Big Bang ou presque jusqu'à la fin de l'époque de la rayonisation en bas, où on va arriver à faire une cartographie. Ici, je la représente en 2 dimensions, mais il y a une dimension angulaire dans le ciel, une dimension en fréquence, et donc en temps ou en distance. Tout ça, c'est équivalent. Hein. Mais bon, dans les observations, il y aura une dimension de plus. Et pour ça, il vous faut encore un rapport signal sur bris très nettement meilleur, un instrument encore beaucoup plus sensible. L'année dernière, pour la première fois, il y a eu une détection potentielle du signal moyen, celui intégré sur tout le ciel, où on voit que là, à des redshifts très élevés, on a tout d'un coup un signal en absorption beaucoup plus fort d'ailleurs que ce que les modèles prédisaient. C'est une observation faite avec ce petit instrument. Alors il est petit, mais c'est de l'orfèvrerie d'une certaine manière, qui est en Australie, dans un désert radio, pour ne pas avoir d'interférence de toute l'activité humaine, qui a observé le signal, et cette détection, il l'a faite à basse fréquence, hein, donc à haut redshift, avec un assez grand nombre d'heures d'intégration, c'est les temps de pause, hein, si vous voulez. Et ce signal, donc, comme je vous le disais, il est beaucoup plus fort que prévu, hein, au moins 3-4 fois plus fort que prévu. Et en plus, il a été extrait d'un fond qui est 10 000 fois plus fort. Ça, je ne vous le montre pas, mais je pense que Françoise en parlera probablement la prochaine fois. Et en plus, ça a été séparé grâce à un modèle à 5 paramètres pour le fond, à 4 paramètres pour le signal. Voilà. Il y a eu pas mal de questions qui sont posées, qui sont encore ouvertes sur la vraisemblance statistique de cette détection. Et il faudra une confirmation par d'autres instruments pour considérer que c'est une détection réelle. D'autres instruments, ça pourrait être des interféromètres. Actuellement, il y en a au moins 3 qui sont en cours d'observation du signal. Et sans rentrer dans ce diagramme qui est très très riche, mais juste pour vous donner une idée, on se pose à une certaine échelle angulaire caractéristique dans le ciel. On regarde le signal en fonction du redshift. On regarde, voilà, si on est à très haut redshift, à bas redshift, et on regarde l'intensité à cette échelle angulaire particulière. Ça, c'est les modèles, différents modèles standards. Et ça, c'est les observations de tous ces instruments. Vous voyez qu'il y a encore du travail pour arriver. Donc ça, c'est des observations qui fournissent des limites supérieures. On sait que le signal n'est pas plus lumineux que ce qu'il y a là. Bon, en même temps, les modèles, pour l'instant, disent oui, d'accord, mais il est beaucoup moins lumineux que ça. Mais vous voyez là la progression, ça c'est par exemple au phare, qui ici l'analyse utilise 0,5% du temps d'observation réellement effectué. Ici, elle utilise 5%, et si on était à 100%, on serait peut-être quelque part par là, on commencerait à s'approcher
de l'amplitude attendue du signal. Alors, en fait, si vous êtes attentif, vous pourriez vous dire que pour ce LOFAR 1000 heures, donc c'est ce qui avait été prévu, et ça, c'est 140 heures, on ne devrait pas sauter de là à là directement. Ce n'est pas crédible. C'est simplement que dans cette limite supérieure, on a encore des systématiques instrumentales qui ne sont pas maîtrisées. On n'est pas arrivé à la limite supérieure idéale que le temps d'observation correspondant pourrait nous permettre d'établir. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous voyez que malgré tout, avec SCA, avec seulement 100 heures d'observation ou avec 1000 heures, on devrait il y a le potentiel pour pouvoir détecter le signal très largement, mais il y aura toujours cette grande problématique d'éliminer toutes les systématiques. Donc ça, c'est la gamme. Vous voyez qu'ils n'observent pas du tout dans la même gamme de fréquences que Edges, que la détection dont j'ai parlé au-dessus. Et ce dont je vais vous parler un peu plus tard, c'est de cet instrument, qui est un instrument qui observe en France, qui est dans cette même gamme. Et en fait, les modèles de Edges, leur amplitude est quelque part dans ce carré ombré ici. Et donc, cet instrument pourrait avoir le potentiel pour infirmer ou confirmer la détection de Edges. Et donc, à l'horizon, allez, maintenant, on va plutôt parler de 2025-2030, on va avoir le radiotélescope SKA, pour Square Kilometer Array, qui va observer le signal. Alors, l'observation de l'époque de la réionisation, c'est vraiment une des thématiques scientifiques principales pour lesquelles on construit SKA. Et il va, lui, couvrir à la fois la gamme de fréquences de Edges et celle de ces précurseurs interféromètres dont on vient de parler. La partie de SKA qui va observer ce signal, bon, ici c'est une vue d'artiste, mais ça devrait pas mal ressembler à quelque chose comme ça. Ça ne ressemble pas trop à un télescope. Pour les gens qui font de la radioastronomie, ça ressemble, oui, à un radiotélescope. Alors, quand vous êtes à haute fréquence, le radiotélescope à plus haute fréquence, au-delà d'un gigahertz, le radiotélescope va plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Et quand vous êtes à très basse fréquence, aux alentours de 100 MHz, c'est simplement des sortes d'antennes radio. Toute la difficulté, c'est que de ces antennes radio, il va y en avoir 130 000, et qu'il va falloir mélanger leur signal, on appelle ça corréler leur signal, pour construire à partir de ce que chacune a mesuré comme champ électrique, une image du ciel à ces fréquences-là. Et juste, si vous avez en tête le chiffre caractéristique d'intensité du signal que je donnais dans la première formule, c'était 28 millikelvin. Françoise nous a expliqué pourquoi on utilisait les millikelvin plutôt que des unités de flux lumineux. On peut espérer que SKA nous permette de faire de l'imagerie avec un niveau de bruit de 1 millikelvin, donc relativement précis, avec une précision de l'ordre de quelques pourcents, si on lui demande de construire une image avec 5 minutes d'arc de résolution. Il a le potentiel pour faire beaucoup plus en résolution, mais plus on lui demandera de faire une image très résolue, plus le bruit de l'image augmentera. Et bien sûr, si on essaye de la faire à 1 minute d'arc, le bruit va prendre un facteur 25, on sera au niveau maximum du signal et on n'observera pas grand-chose. Et donc, comme je vous le disais, cet instrument qui, lui, par contre, commence déjà à observer, ce n'est pas pour 2025, mais c'est pour 2019, Nénuphar, qui est un interféromètre qui est entré en fonction à la station radioastronomique de Nancy, en Sologne. Il est entré en fonction cet été pour les observations. C'est un réseau, non pas de 130 000, mais de 1900 antennes, dans une gamme de fréquences assez basse, donc qui correspond aux observations de Edges, et qui actuellement, en termes d'interféromètre, est le plus sensible au monde dans cette gamme de fréquences, même s'il n'est pas encore tout à fait achevé au niveau de sa construction, on peut déjà observer avec. Donc on a un programme d'observation qui est lancé depuis juin pour 1300 heures d'observation. Et si
Donc, la difficulté, c'est que dans cette gamme de fréquences, l'intensité du signal est très incertaine. Elle dépend crucialement de est-ce qu'on se dépêche de chauffer, est-ce que l'univers se dépêche de chauffer avec des rayons X, empêchant le signal d'être vu en forte absorption, ou est-ce qu'il prend son temps, il laisse le gaz se refroidir nettement en dessous du CMB, auquel cas le signal peut être très fort. Si on se base sur des modèles standards, vous avez ce graphe qui vous résume le potentiel de nénuphar à observer le signal, avec ici le niveau du signal attendu en fonction de l'échelle angulaire, donc en noir, et puis en bleu, ici essentiellement, pour différents temps d'observation, différentes hypothèses, donc, le niveau de bruit attendu. Donc vous voyez que si je me place ici, vous avez un bon rapport 10 entre le niveau du signal attendu et le niveau de bruit attendu, ce qui veut dire qu'on peut l'observer. Si on a un signal de l'ordre de ce qui a été détecté par Hedges, ça monte encore beaucoup plus haut, et on peut espérer avoir une détection encore plus facile. Et ça, en fait, c'est la première image faite du pôle nord galactique avec cet instrument, à des fréquences de l'ordre de celles où on veut détecter le signal. Alors, ce que vous voyez ici, ce n'est pas le signal, hein. C'est tout ce qu'il y a devant. Toutes les autres sources astrophysiques qui peuvent créer de l'émission aux mêmes longueurs d'onde et qu'il va falloir soustraire. Quand je vous ai dit que Hedges soustrayait le signal à un avant-plan 10 000 fois plus brillant, là, c'est les avant-plans. Ce qu'on va chercher à la sortie, c'est quelque chose 10 000 fois moins brillant que ce que vous voyez sur cette image. Donc, ce n'est pas parce qu'on a cette image qu'on a le signal. Mais on a déjà une image, et à ces longueurs d'onde, il faudrait que je réfléchisse, mais je ne suis pas sûr qu'actuellement, il y a un autre instrument qui fasse des images. Donc j'ai parlé de la physique du signal, je vous ai parlé des potentiels d'observation, mais maintenant, une fois qu'on l'aura observé, vous avez vu, le signal, il dépend de beaucoup de quantités physiques. Alors comment on va faire pour extraire de l'information, pour extraire de la connaissance du signal qu'on va observer? Et la méthode pour faire ça, c'est la réponse au pourquoi. On veut observer le signal pour en extraire de la connaissance. Pour arriver à en extraire de la connaissance, il faut se poser la question, bon, le signal, il est déterminé par quoi? D'abord, on l'a vu, il est déterminé localement, dans le milieu à grand redshift, par un certain nombre de grandeurs physiques. Ici, la fraction. Est-ce que l'hydrogène est neutre ou ionisé? S'il est ionisé, il n'y a pas de signal, ça nous fait un trou dans notre carte. Ça nous fait une bulle où le signal est nul. Mais c'est déjà une information, parce qu'on voit le contour de la bulle. Il va dépendre du flux de photons Lyman alpha, de la température locale du gaz, de la densité, de la vitesse. Donc il dépend d'un certain nombre de grandeurs physiques. Comment les déterminer? En fait, vous les déterminez avec une simulation numérique. Mais cette simulation numérique, il ne faut pas croire qu'elle est capable de prendre la physique ab initio et de déterminer le signal. Il y a toujours, dans les simulations numériques et en astrophysique, une part de paramétrisation de phénomènes qu'on n'a pas les moyens en termes de puissance de calcul d'inclure dans la simulation. Un exemple, puisque Françoise en a parlé, que je peux vous donner, c'est, voilà, notre simulation, il va falloir, je vais l'expliquer, simuler un très grand volume d'univers. Du coup, dans chaque galaxie, on va avoir assez peu de résolution. Ce qui se passe dans la galaxie, le potentiel du gaz pour recombiner, absorber plein de photons à l'intérieur même de la galaxie, on ne va pas le résoudre dans notre simulation numérique. Et donc, on va introduire ça sous la forme de ce qu'on appelle une recette sous grille. On va dire, voilà, je vais décider que soit 10% de mes photons arrivent à sortir de la galaxie, des photons émis. Alors ça, c'est un paramètre qu'on va fixer et qu'on peut essayer après de retrouver. Ou alors, on va faire plus
plus fin, on va essayer de dire que cette fraction d'ionisation, cette fraction d'échappement, pardon, des photons ionisants, va dépendre de la masse de la galaxie, et à ce moment-là, on va essayer de paramétriser la relation comme une loi de puissance, par exemple. Et l'idée, à terme, c'est une fois qu'on aura mesuré le signal, qu'on l'aura observé, être capable, par une inférence, par une méthode statistique robuste, de remonter aux valeurs de ces paramètres. Parce que vous voyez qu'il y en a un certain nombre, on ne peut pas s'amuser à faire des centaines, des milliers, des millions de simulations jusqu'à tomber sur quelque chose qui ressemble au signal. Il va falloir qu'on trouve des méthodes plus systématiques pour le faire. Ensuite, bon, ça c'est juste pour rappel, ces formules, mais le code couleur correspond, en fait, on va avoir besoin de pas mal de physique si on veut être capable de calculer ces quantités de manière correcte. Si on veut calculer la densité locale du gaz et sa vitesse, on va avoir déjà besoin d'une simulation dans laquelle on prend en compte tout ce qui affecte la dynamique du gaz, et en particulier la gravitation et l'hydrodynamique. Ensuite, si on veut être capable de calculer cette fraction d'ionisation, on va avoir besoin d'être capable de calculer le transfert radiatif ionisant. Si on veut être capable de calculer la température du gaz, ici, on va avoir besoin de faire du transfert radiatif dans les rayons X. Si on veut être capable de calculer ce coefficient, ici, de couplage par pompage Lyman alpha, on va devoir faire du transfert radiatif dans l'arrêt Lyman alpha. Et là, je ne vais pas décrire la physique, mais si on voulait aller jusqu'au bout, on pourrait aussi vouloir faire du transfert radiatif dans la bande Lyman-Werner, parce que ça affecte la formation stellaire dans les galaxies de très faible masse. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut mettre dans une simulation si on veut faire des choses assez détaillées pour prédire le signal et donc croire à notre résultat d'une certaine manière. Ensuite, ce n'est pas la seule contrainte. L'autre contrainte, c'est quel volume d'univers on doit simuler. Ce qu'on veut, c'est simuler un volume représentatif de l'univers. On ne veut pas que d'une simulation à l'autre, on ait des propriétés statistiques du signal qui soient différentes. Si on veut faire ça, il nous faut des grandes échelles. Alors, si on n'avait que le champ de densité, on pourrait probablement se contenter d'une boîte de simulation d'une taille de 100 mégaparsec. À peu près, je vous rappelle, juste pour échelle, distance de la Terre, de la Voie lactée à la galaxie d'Andromède, la plus proche qui soit d'une taille raisonnable, c'est 0,7 mégaparsec. Là, il nous faudra un volume de l'ordre de 100 mégaparsec. Mais le problème, c'est que les effets radiatifs exigent un volume encore plus élevé que ça. On a besoin plutôt de quelque chose de l'ordre de 200, 300, 400, 500 mégaparsecs. Donc ça, c'est un gros volume à simuler. Parce que d'un autre côté, si on n'est pas capable de déterminer où se forment les galaxies et quelle est leur masse à un instant donné, on n'aura aucune information pour décider où est-ce que les photons, où est-ce que la lumière apparaît. Donc, quel genre de galaxie il faut être capable de résoudre? Je vous rappelle la Voie lactée de l'ordre de 10 puissance 11 masse solaire. Essentiellement, le consensus, c'est que de toute façon, si on n'est pas capable d'aller détecter toutes les galaxies, même si on a très peu d'informations sur leur structure interne, mais qu'on est capable de détecter les galaxies jusqu'à 10 puissance 8 masse solaire, on va être loin d'avoir toutes les sources de lumière et on va avoir un signal qui ne va pas ressembler à la réalité. Pourquoi 10 puissance 8 ? Parce que ça correspond... Donc, c'est le théorème du Viriel vous dit qu'une galaxie de 10 puissance 8 masse solaire, son gaz a une température de l'ordre de 10 000 Kelvin. Or, les processus atomiques, l'hydrogène peut facilement se refroidir jusqu'à 10 000 Kelvin. En dessous, il a du mal. Ça veut dire que si la galaxie est plus massive, qu'elle a une température d'équilibre de 30 000 Kelvin, l'hydrogène pourra facilement refroidir le gaz à 10 000 Kelvin, ça veut dire faire baisser la pression en dessous de la pression nécessaire pour contrebalancer la gravité, effondrement, formation d'étoiles.
Donc formation d'étoiles très facile au-dessus de 10 puissance 8 masse solaire, simplement par le refroidissement atomique lié à l'hydrogène. En dessous, pour y arriver, il faut commencer à former de l'hydrogène moléculaire, et ça, c'est beaucoup moins clair avec quelle efficacité on peut le faire dans l'univers primordial. Si c'était ça, on aurait besoin, si ça c'est efficace, on a besoin de descendre jusqu'à des galaxies de simplement 1 million de masses solaires. Si je me base sur ce chiffre en jaune, ça nécessite de l'ordre de 100 milliards d'éléments de résolution dans votre simulation. Si je me base sur celui en rouge, 10 000 milliards. Actuellement, l'état de l'art des simulations, allez, on s'approche de cette condition nécessaire, ce qui n'était pas vraiment le cas 10 ans en arrière. Justement, quelques années en arrière, finalement, c'est un domaine assez récent, la simulation de l'époque de la réionisation du signal à 21 cm, puisque j'aurais tendance à dire que le premier travail vraiment assez solide sur le sujet date de 2006. Vous avez un volume qui n'est pas trop loin de ce que je viens d'évoquer, 150 mégaparsecs, un peu petit, mais ce n'est pas déraisonnable. Là, à première vue, donc là, on est proche de 10 puissance 10 particules, donc c'est pas mal non plus, sauf que c'est uniquement de la dynamique gravitationnelle. Il n'y a pas du tout d'hydrodynamique, et ça, c'est quand même un inconvénient substantiel, et surtout, le transfert radiatif est fait avec une résolution beaucoup moins élevée, ce qui fait que, voilà, on a un champ d'ionisation qui ressemble à ça. Les galaxies sont dans les zones bleues, le milieu intergalactique neutre dans le vert, qui se traduit dans un signal 21 cm auquel on a ajouté un bruit potentiel d'observation de SCA qui pourrait ressembler à ça. Notre équipe, on a commencé à travailler là-dessus il y a une dizaine d'années, avec une simulation qui, par certains aspects, a moins de résolution, mais plus de physique. C'est-à-dire que là, on se contente de 10 puissance 7 au lieu des 10 puissance 10 particules, de quelques 10 puissance 7, presque 10 puissance 8. Mais par contre, on prend en compte l'hydrodynamique, on fait du transfert radiatif avec à peu près une résolution similaire, qui est d'ailleurs en accord avec celle qu'on a ici, mais qui n'est pas seulement pour le transfert ionisant. On a regardé justement les rayons X, le Lyman alpha, ce qui a permis pour la première fois, en fait, avec des simulations numériques, de modéliser le signal en absorption. Ici, en fait, le signal n'est modélisé que dans sa phase en émission. Si vous avez l'impression de voir quelque chose de négatif ici, c'est parce que la moyenne a été remise à 0. Tandis qu'ici, on a vraiment le signal en absorption qui, dans cette simulation-là, peut descendre à moins 200 millikelvin. Il y a toujours le potentiel d'aller beaucoup plus fort en absorption qu'en émission. Ça, c'était, on va dire, il y a une dizaine d'années. Les simulations actuelles ne ressemblent plus vraiment à ça. Ça, ce n'est pas une simulation du signal 21 cm, c'est une simulation du processus de rayonisation. Et où on s'interroge sur l'effet du rayonnement ionisant, la rétroaction sur les galaxies. Je vais l'expliquer dans un instant. C'est quelque chose qui avait été fait dans un volume qui n'est pas gigantesque, mais avec une résolution qui est de l'ordre, alors ça nous fait 64, ça nous fait presque 10 puissance 11 éléments de résolution, et c'est une simulation dans laquelle l'hydrodynamique est couplée au transfert radiatif, et c'est essentiel parce que ce qu'on veut étudier dans cette simulation, entre autres, c'est la manière dont le rayonnement ionisant, en allant ioniser le gaz dans les galaxies, lui fait élever sa température, donc augmenter la pression, donc éventuellement, potentiellement, dans les galaxies les moins massives, faire photo-évaporer le gaz en augmentant sa pression. Et du coup, s'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de formation d'étoiles, inhibition de la formation stellaire. Et effectivement, en fonction de la masse de la galaxie ici, on a ici le taux de formation stellaire, et on voit que, essentiellement, dans les galaxies massives, la quantité d'étoiles formées est proportionnelle à la masse de la galaxie, donc proportionnelle à la quantité de gaz présente, et on a un déficit vers les galaxies les moins massives, celles où on s'approche justement, celles dont la température d'équilibre est de l'ordre de 10 puissance 4 Kelvin, de 10 000 Kelvin.
Et si elle doit s'équilibrer à 5000 Kelvin et que le rayonnement ionisant chauffe le gaz à 10 000 Kelvin, ben le gaz il va s'échapper de la galaxie, il ne sera plus là pour former des étoiles, et c'est ce qu'on observe ici. Les travaux que nous on a menés sont basés sur un code qui s'appelle Licorice, qui, comme je l'ai déjà évoqué, prend en compte la gravité et l'hydrodynamique. Donc ça, c'est un exemple de simulation qui est en fait déjà assez ancienne, qui doit dater de quelque chose comme 2005 ou quelque chose comme ça, 2006, qui prend en compte le transfert radiatif dans le continuum ionisant. Donc ici, on voit les fronts d'ionisation qui séparent le gaz ionisé en bleu du gaz neutre en rouge, qui prend en compte les rayons X, avec ici juste une validation du code par rapport à un modèle plus ou moins analytique, qui prend en compte le transfert radiatif Lyman alpha, avec ici à nouveau une validation du code, mais pas ce transfert que j'ai rapidement évoqué, c'est-à-dire qu'il ne suit pas la formation de l'hydrogène moléculaire. Dans la physique actuellement implémentée dans le gaz, ce n'est pas la peine qu'on descende à une résolution qui permette de résoudre en dessous de 10 puissance 8 masses solaires, parce que pour l'instant, on n'a pas mis les ingrédients physiques pour suivre correctement la physique de ces galaxies qui seraient encore plus petites. Et typiquement, actuellement, une simulation de routine se fait avec 10 puissance 9 particules dans un volume de 300 mégaparsecs, et ça prend de l'ordre de 100 000 heures de calcul, mais comme on fait ça sur 4000 processeurs à la fois, ça va prendre typiquement un jour de calcul, ce qui n'est pas énorme sur les centres de calcul actuels, 150 000 heures de calcul, ça reste quelque chose de raisonnable. Et comme ça reste quelque chose de raisonnable, on peut commencer, avec des simulations numériques, à explorer, à faire varier ces paramètres dont je vous ai parlé. Et ici, un exemple de travail où on explore une histoire d'ionisation, donc à nouveau très grand redshift, 15 ici, qui finit à 6, la fin de la réionisation. Et là, c'est l'intensité du signal 21 cm. Et on a 45 modèles différents, là j'en ai illustré 6, où on a fait varier un certain nombre de paramètres de la simulation. Justement, cette production de rayons X, qui est un élément crucial pour déterminer si la phase en absorption est forte et intense ou pas. Ici, forte phase en absorption, intense, très peu de rayons X. Ici, quasiment pas de phase en absorption, on passe directement en émission parce qu'on chauffe très vite. Et en fait, on a 100 fois plus de rayons X dans cette simulation que dans celle-là. Et donc on a aussi fait varier la fraction, enfin le spectre des rayons X et l'efficacité du pompage Lyman alpha, c'est-à-dire du couplage de la température de spin à la température cinétique du gaz. Et ce que ça met en évidence, c'est la grande variété possible des signaux en fonction de valeurs de paramètres physiques qu'on ne connaît pas actuellement. Et ce genre de simulation numérique, en fait, ont été assez cruciales dans la préparation de SCA parce que, au début, il n'était pas sûr que SCA aille chercher à observer dans la bande de 50 à 100 MHz, qui correspondent à des redshifts relativement élevés, où le signal en absorption a des chances d'être présent. Et c'est parce que les modèles, les simulations ont dit, mais potentiellement, il y a du signal en absorption fort à plus basse fréquence, il faut que SCA soit capable d'aller observer dans cette base de fréquence, dans cette bande de fréquence. Ensuite, bien sûr, ça crée une collection de templates pour la préparation scientifique de SCA, et j'espère avoir le temps d'en dire un mot. C'est aussi que ça permet d'envisager des choses intéressantes, c'est de s'en servir comme d'un échantillon d'apprentissage pour faire de l'apprentissage machine. Mais je vous expliquerai après pourquoi. Et ça, on va dire que c'est à la pointe de ce qui se fait actuellement en simulation du signal 21 cm. Ce que vous avez en arrière-plan, c'est avec le temps à nouveau qui s'écoule comme ça un morceau de la boîte de simulation. Et c'est la température du gaz en fait, qui est représentée avec le code de couleur, avec ici le gaz neutre qui est très froid, et ici les sources d'ionisation qui ont ionisé une bulle autour d'elle-même. C'est une simulation qui est toujours dans la même taille de volume, mais avec beaucoup plus de particules. On est de l'ordre de 10 puissance 10 particules. Vous vous souvenez, dans l'idéal, on aimerait bien 10 puissance 11. C'est là où on serait
satisfait, on va dire. On arrive quand même à résoudre des galaxies dont la masse est de l'ordre de 10 puissance 9 masse solaire, 1 milliard. On n'est pas aux 100 millions qu'on aimerait, mais pas trop loin. Une résolution spatiale plus petite que la taille d'un disque galactique, on va dire. Comme c'est un code de simulation Monte Carlo où on émet la lumière sous la forme de photons individuels qui ne sont pas des photons physiques, mais des paquets de photons physiques. C'est une simulation dans laquelle on en a envoyé quelque chose comme 4000 milliards de photons informatiques, on va dire, qui traitent tous les transferts ionisants X dur, X mou dans la bande Lyman. Mais là, pour le coup, ça commence à être une simulation qui coûte 5 millions d'heures de calcul, qui va utiliser jusqu'à 16 000 cœurs de calcul, donc qui est déjà beaucoup plus cher. Et là, on a du mal à explorer l'espace des paramètres, on n'en a qu'une actuellement. Ça nous permet de mettre en évidence des choses intéressantes qu'on ne voit pas dans des simulations moins résolues. Vous avez en fait ici une carte de l'intensité du couplage entre la température de spin et la température du gaz. Donc, en fait, cette intensité de couplage, elle est juste proportionnelle au flux local des photons Lyman alpha. Et ce qui n'est pas forcément attendu, c'est, là je zoome simplement sur cette carte, alors on le voit très mal, mais ici il y a une petite ellipse pour que vous regardiez cette zone-là, et là j'alterne avec une carte de densité. Donc on a ici une zone où on a très peu de Lyman alpha et où on a beaucoup d'intensité. Et en fait, ça c'est un effet assez subtil, que le fait que les photons aient du mal à rentrer dans les zones plus denses, c'est pas si évident parce que tant qu'ils ne sont pas au cœur à la fréquence Lyman alpha, l'univers devrait être transparent. En fait, là, c'est un effet du fait que le profil de ray Lyman alpha, il a des ailes, et on peut commencer à interagir entre le photon et l'atome avant même d'être arrivé, qu'il est redshifté jusqu'au cœur de la ray Lyman alpha, et c'est ça qui l'empêche de rentrer dans ces zones plus denses dans lesquelles il n'y a pas encore de source. C'est plus dense, mais il n'y a pas... Vous voyez, si vous pouvez regarder à d'autres endroits, ici aussi c'est le cas, on a ici un filament dense dans lequel les photons Lyman alpha ont du mal à rentrer. Et ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est essayer de quantifier l'impact de ce genre de choses sur le signal Lyman alpha. Est-ce que la modélisation est correcte? Si on n'arrive pas à résoudre ça, c'est en cours de quantification. Ici, vous avez une carte de signal 21 cm calculée à partir de cette simulation, où l'échelle de couleur se concentre sur le signal en émission. C'est pour ça que vous n'avez que du noir ici. Quand on est loin des sources, on a moins chauffé, il y a eu moins de rayons X, donc on peut être encore en absorption quand on est loin des sources, alors que plus près des bulles ionisées, ici en noir c'est les bulles ionisées, quand on est juste à l'extérieur, on est plus près des sources, il y a plus de rayons X, le gaz neutre a été plus chauffé. Donc ici on a des zones en émission partout et des zones en absorption. Et surtout, ce que vous pouvez remarquer, c'est par rapport aux premières cartes que je vous ai montrées, la présence d'un très grand nombre de petites bulles ionisées. Tout ça, c'est des petites bulles ionisées. Et ça, c'est lié au fait qu'on résout des galaxies beaucoup plus petites en masse, beaucoup moins lumineuses, qu'on ne résolvait pas il y a 10 ans. Un petit mot sur l'inférence bayésienne. En fait, je vous l'ai dit, notre but, avec ces modèles du signal, c'est de pouvoir remonter aux paramètres pour extraire de l'information astrophysique. Maintenant, imaginez que vous avez un signal qui est décrit juste par 3 quantités. Voilà, les fluctuations à telle échelle angulaire, à telle échelle angulaire, à telle échelle angulaire. Juste 3 quantités. L'espace des signaux, ça va être un espace, tous les signaux possibles, s'il n'y a que 3 quantités, vont occuper un espace tridimensionnel. Maintenant, si votre modèle a 2 paramètres, les signaux que vous allez pouvoir prédire ne vont pas occuper tout le volume. Ils vont occuper une surface à 2 dimensions. Par contre, comme votre modèle n'est pas parfait, le jour où vous allez observer le signal, il ne sera pas dans votre surface. Et en plus, vous allez l'observer, mais il y aura une certaine incertitude liée au bruit thermique de l'instrument, liée au fait que l'observation n'est pas parfaite. Et donc, vous allez vous dire que, OK, le signal observé, c'est celui-là, mais le vrai signal, il pourrait être là. Et ça va vous donner une partie de votre espace des paramètres. Donc, vous allez dire,
Ben, ça, c'est les signaux probables, étant donné l'observation. C'est les signaux probables qui peuvent être prédits par mon modèle. Et si vous pouvez inverser votre modèle, ça vous donne une zone de l'espace des paramètres que le modèle translate dans l'espace des signaux dans cette zone-là. Comme vous n'êtes pas capable d'inverser votre modèle, c'est typiquement une grosse simulation numérique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tester plein de paramètres dans ces zones-là et à chaque fois, essayer, mesurer la vraisemblance du signal obtenu par rapport au signal observé et en déduire, OK, ben, mes paramètres, ils étaient plus ou moins probables étant donné l'observation. C'est le genre de choses qui peut être faite, mais qui nécessite énormément d'échantillonnage comme ça. Alors ça peut être fait avec les codes semi-numériques que Françoise a décrit rapidement, qui sont très rapides, mais assez approximatifs. Très rapide, ça veut dire qu'une simulation 128 au cube, on n'est pas sur du 1000 ou du 2000 au cube, hein, on est sur du 128 au cube, peut être faite en 3 secondes sur un CPU, et ce n'est pas juste une question d'échelle, hein, c'est aussi parce que le traitement de la physique est très approximatif. Mais ça permet de faire ce travail, d'échantillonner l'espace des paramètres pour essayer de faire coller le résultat à une observation qui est pour l'instant une observation simulée. Et on dit, voilà, étant donné cette observation, la probabilité, on a une probabilité, alors un sigma, ça veut dire de 2/3, que les paramètres les valeurs des paramètres soient à l'intérieur de ce contour bleu, ici avec l'instrument SCA. Ça, c'est la méthode habituelle d'inférence des paramètres, mais là, il faut typiquement faire 100 000 échantillonnages. On ne peut pas faire 100 000 simulations numériques. Alors, peut-être qu'il faut essayer de trouver une autre méthode de le faire. Cette autre méthode, ça pourrait être d'utiliser un algorithme d'apprentissage supervisé, d'apprentissage machine, qui prenne en entrée le signal et qui donne en sortie les valeurs des paramètres. Pour qu'il puisse avoir appris, il va falloir lui avoir donné des éléments d'apprentissage, donc une collection de signaux et de jeux de paramètres. Mais typiquement, cet échantillon, il va pouvoir être beaucoup plus petit, de l'ordre de 100 ou 1000, plutôt que des 100 000 dont on parlait précédemment. Je vous rappelle, là, on avait fait 45 modèles, on n'est pas à 100 ou à 1000, mais on pourrait y aller. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Alors pour l'instant, avec le modèle Sony Analytics, ce qui fait qu'on a pu travailler avec de l'ordre de 2000 signaux, et en utilisant comme algorithme d'apprentissage supervisé soit des réseaux de neurones, soit une méthode mathématique qui s'appelle régression à noyau ridge, qui est d'une certaine manière plus basique, mais peut-être mieux adaptée, parce que c'est en fait avec celle-là qu'on a obtenu les meilleurs résultats. Et vous voyez ici que donc on les a fait apprendre sur un jeu de données, et puis on reteste, est-ce qu'il est capable, pour un autre jeu de données, de prédire les bonnes valeurs des paramètres d'entrée du modèle. Donc est-ce qu'il est capable d'inverser le modèle? Et là, c'est le paramètre qui avait été utilisé et le paramètre prédit par l'algorithme d'apprentissage. Pour 3 paramètres différents, vous voyez que c'est très très précis. Et finalement, sur ces graphes, ça ne nous dit pas grand-chose, et j'en arrive à mon avant-dernier transparent. Là, vous avez la même chose que sur le précédent, mais on va dire plus en détail, donc pour ces 2 méthodes-là, où on a pour nos 3 paramètres, toc toc, l'erreur relative faite par l'algorithme entraîné sur la reconstruction du paramètre. Et vous voyez qu'on est à une erreur relative de l'ordre du %. Et en vert, on a la taille caractéristique du contour bayésien que les méthodes bayésiennes trouvent. Donc, grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec ces méthodes d'inversion, on est capable de retrouver le centre du contour avec une précision qui est de l'ordre, on va dire, de 10 ou 20% de la taille du contour. Pour l'instant, on n'est pas capable de reconstruire le contour. Mais ça, on peut le faire avec comme échantillon d'apprentissage des simulations numériques, parce qu'il suffit d'un échantillon
d'apprentissage d'un nombre de simulations de l'ordre de 100 000 et non plus de l'ordre de 100 000. Donc ce qu'on commence à faire, ça peut être une voie pour, avec des simulations numériques, arriver à extraire, à exploiter des observations pour extraire de la connaissance. Et en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est qu'à long terme, quand on l'aura mesuré parfaitement, le signal 21 cm pourrait avoir un impact similaire à celui que la mesure du fond diffus cosmologique a eu sur la cosmologie, mais là, on aura aussi de l'impact sur l'astrophysique. Et ça, je pense que Françoise vous en reparlera beaucoup la semaine prochaine. Le défi observationnel est énorme. Quand je dis si à terme on arrive à le mesurer parfaitement, à terme, ça pourrait être dans 50 ans. Avec des premières détections et des premières informations, on espère d'ici 5 à 10 ans. Et que la modélisation numérique doit permettre d'explorer, d'extraire de l'information, mais que, vu le coût de la modélisation par la simulation numérique, il va probablement falloir développer des nouveaux algorithmes pour extraire cette information. Et une possibilité, c'est d'appliquer les algorithmes d'apprentissage machine. Voilà, merci.